tous. Donc, j'ai vu qu'il y a Chloé qui me demandait de reprendre la figure 10 du TP. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est de terminer ce TP et de commencer le cours. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont redondantes entre le cours et le TP, ce qui est assez logique pour que vous puissiez bien comprendre. Ensuite, je peux faire un certain nombre de schémas au tableau avec des petits films. Donc, c'est aussi à vous de me demander les schémas qui vous semblent les plus indispensables à faire. Je pense que je redessinerai en faisant vraiment le dessin pour que vous appreniez à le faire aussi, les différentes étapes de la gastrulation. Ça, c'est vraiment important parce qu'il faut que vous sachiez dessiner, hein, tout ça. Donc, avec un dessin qui est déjà fait, c'est plus difficile qu'avec un dessin qui est fait avec une figure déjà imprimée. C'est plus difficile qu'avec un dessin qu'on vous fait au fur et à mesure. Donc, l'année dernière, j'avais fait ça au tableau, hein, donc je peux le refaire. Et puis, s'il y a d'autres choses que vous voulez que je fasse au tableau, franchement, vous me demandez, vous n'hésitez pas. Voilà. Donc, je vais reprendre la figure 10 et nous, on en était resté hier. J'ai un petit doute. On avait fini, hein, il me semble. On n'avait pas. Je crois qu'on avait à peine commencé la neurulation. Je veux bien que vous me confirmiez. Vous m'entendez tous? C'est ça. Ok, très bien. Donc, cette figure 10, on va la reprendre sur l'écran. Ah, juste avant, je voulais juste vous montrer rapidement euh, le schéma du magmatisme de l'arc des Antilles. Donc, c'est un schéma que je vous ai mis en même temps que le sujet de DS, je crois, en corrigé. D'accord, pour rajouter. Juste pour figurer la cristallisation fractionnée, en fait, souvent on fait comme ça, on fait des petites croix au fond pour montrer qu'on a cristallisé et on montre que dans la chambre magmatique, il y a du mouvement. Là, ce que j'aurais pu, que dans la chambre magmatique, il y a du mouvement. Là, juste ce que j'aurais pu ajouter, c'est peut-être mettre un volcan aujourd'hui éteint avec plutôt des andésites et un volcan en route avec plutôt des rhyolites. Voilà. Donc, je l'ai fait très simple comme schéma. Alors, j'ai considéré qu'on avait au niveau de la plaque Caraïbe plutôt une croûte continentale, mais c'est un peu compliqué la plaque Caraïbe, hein, parce qu'en plus, il y a un bassin d'arrière-arc, on a la lithosphère océanique, etc. Donc, vous n'aviez pas à rentrer forcément trop dans ces détails, mais vous pouviez, si vous aviez fait plutôt une lithosphère océanique avec tout d'un coup quelque chose qui ressemble à du continental, c'était juste aussi. Voilà, donc les kilomètres en profondeur, les flux d'eau. Et puis les contaminations que je vous ai fait plutôt en violet. Voilà. Euh, vous regarderez ça tranquillement, mais c'est que je voulais que vous l'ayez vu pour que vous sachiez qu'il existe. Alors, on reprend donc le TP. Donc ça, j'enlève le partage. Et on va regarder cette figure 10. Donc c'est avec les colorations. Je pense que vous l'avez dans le diapo. Je retrouve plus loin. Ah, elle est là. Donc sur cette figure 10, on fait, en fait, on a coloré un groupe de cellules. Donc on verra ça en cours, hein, comment c'est fait, mais en gros, c'est un petit bloc de gélose avec un colorant vital qu'on va déposer. Et puis aujourd'hui, hein, c'est les images que je vous avais montrées juste avant, on utilise des colorants fluorescents. Mais les premiers, donc Vogt, quand il a fait ça, hein, il a pris du rouge neutre, enfin des colorants très classiques, pour essayer d'observer comment les choses se passent. Donc, vous avez ici le pôle animal, ici le pôle végétatif, d'accord. Et en fait, on a l'encoche du blastopore, d'accord. Donc ici, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes colorations que vous avez en bas, d'accord. Donc en bas, vous n'avez pas tout à fait les mêmes colorations. Donc ici, on colore tout ça et on est au stade encoche blastoporale. Hein, donc, ce stade en coche blastoporale, c'est vraiment le début. C'est les stades que vous avez présentés, figure 9. En coche blastoporale, anse de panier, fer à cheval, bouchon vitellin âgé, et ensuite fente
blastoporale à la fin. D'accord? Et cette fente blastophorale va rester parce qu'elle correspondra ensuite à l'anus. La bouche sera percée bien plus tard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on observe? En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est toujours le même nombre de cellules qui est coloré. Enfin, c'est toujours les mêmes cellules. Alors, éventuellement, elles se divisent, d'accord, ces cellules. Mais si la tâche s'allonge, c'est que les cellules ont migré. D'accord? Donc, on voit que la tâche s'allonge ici. Ça veut dire que cette tâche qui était de cette taille-là, maintenant, elle a cette taille-là. Et elle a cette taille-là, ce n'est pas uniquement de la division cellulaire, c'est aussi du déplacement cellulaire. Donc, ça veut dire que les cellules, ici, elles se déplacent vers l'encoche blastoporale. Les cellules latérales font de même. D'accord? Ce qui fait qu'en fait, euh, elles vont faire de même, mais elles vont s'invaginer parce qu'on est dans la zone latérale, d'accord? La zone médiane. Ce qu'il faut imaginer, c'est que toutes les cellules de la partie animale, petit à petit, donc là on n'en dessine que quelques-unes, mais petit à petit en fait, et ça on le voit bien en dessous, elles vont entourer l'ensemble de l'embryon. D'accord? Ce qu'on observe aussi, c'est ici, donc on avait des grosses cellules. Pour l'instant, en fait, elles rentrent ici, elles se retrouvent au centre, donc elles vont se retrouver au niveau du bouchon vitellin, et à la fin, elles vont être complètement intégrées. Voilà. Est-ce que ça a répondu à votre question? Est-ce que c'est bon, Chloé? Voilà. Alors, donc on en était donc à la neurulation, qui est l'étape suivante. Alors, le début de la neurulation, évidemment, a lieu en même temps que... je vous mets toutes les figures, je n'ai pas forcément tout utilisé hein, pour vous présenter tout ça, parce qu'il y a des choses qu'on va reprendre. Donc, en tout cas, le début de la neurulation, le tout début peut avoir lieu un petit peu au moment, à la fin de la gastrulation. Et donc, en fait, c'est-à-dire que l'ectoderme l'ectoderme qui recouvre l'ensemble de mon embryon, en fait, la partie supérieure va commencer à s'épaissir et va constituer ce qu'on appelle la plaque neurale. Donc, c'est ce neuroectoderme qui va ensuite s'invaginer. D'accord? Donc, si je prends la suite, donc ça, c'est tous les mouvements qu'on va voir en cours tout à l'heure. D'accord? Je les avais mis dans le TP, parce que, enfin voilà. Mais donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, on a l'embryon. Alors, mon embryon, hein, pendant la neurulation, il a un peu changé de forme, il s'est allongé selon l'axe antéro-postérieur. D'accord? On ne parle plus de pôle animal, pôle végétatif, parce que les cellules du pôle animal ont tout recouvert, donc ça n'a plus de sens, mais on parle de euh, pôle antérieur ou partie antérieure et puis partie postérieure et axe antéro-postérieur. Donc on a ici notre axe antéro-postérieur avec l'embryon qui a commencé à s'allonger selon cet axe antéro-postérieur via les mouvements cellulaires. Donc la partie neuroectoderme s'épaissit et forme des bourrelets sur le bord, donc sur le dessus. Donc là on est vraiment sur le dessus de mon embryon, donc sur la partie dorsale de mon embryon. On voit le dos, si vous voulez. D'accord? Donc cet ensemble va se soulever. Donc on va avoir en fait cette plaque qui se soulève sur des bourrelets du côté. Et petit à petit, en fait, les bourrelets vont se rapprocher et former ce qu'on appelle une gouttière. D'accord? Une gouttière neurale. OK? Et donc cette gouttière va se fermer à partir en fait du centre vers le pôle vers la partie postérieure, puis vers la partie antérieure, mais vers la partie antérieure, on garde une plaque neurale importante, d'accord? Et on va refermer, mais plus lentement, et on va avoir en fait un système nerveux un peu grossi ici, qui va être à l'origine ensuite de l'encéphale, dans la partie antérieure. D'accord? Donc ça, on le voit très bien. Alors vous avez ici, on vous reprend votre embryon avec l'axe antéro-postérieur, hein, au moment où la gouttière neurale se fait. Donc vous avez la région qui va donner ensuite le tronc, la région qui va donner la tête. On peut définir la droite et la gauche, la droite, pardon. Oui, la droite et la gauche, la droite ici parce qu'on est sur une vue dorsale. Hein, mon embryon est sur le ventre et d'ailleurs le
le système nerveux sera dorsal, on est chez des épinuriens. D'accord? On est chez les vertébrés des épinuriens. Donc ensuite, vous avez le bourrelet neural et ici la plaque neurale. Et ici, c'est la gouttière neurale. D'accord? Alors quand on prend des clichés, ça, c'est des embryons que vous auriez pu observer à la loupe binoculaire. On les a, ces embryons. Donc vous pourrez demander à les observer l'année prochaine, ne serait-ce qu'au moins pendant vos TP de révision. Hein. Vous avez ces embryons, donc on les a conservés dans l'alcool. Donc c'est tout petit, hein, et ça permet de bien voir les choses et surtout, vous devez être capable de déterminer le stade. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc je vois bien que tout est un petit peu noir, d'accord, hein. Donc on a bien l'ectoderme qui a tout recouvert. Et je vois ici en blanc, en plus clair, alors ça donne l'impression que c'est plus clair parce qu'en fait, il y a beaucoup de cellules et qu'elles se sont pas mal multipliées et il y a eu un épaississement, hein, de cette zone-là dorsale. Donc ça forme la plaque neurale et tout autour, vous avez le bourrelet neural. Donc vous pouvez faire le schéma de ça. Donc le schéma de ça, en fait, ça va ressembler, quand on est là, hein, ça ressemble à ce qu'on avait, par exemple, ce qu'on a ici. D'accord? Le premier stade que vous avez, ça ressemble à ça. Le deuxième stade que vous avez, ça ressemble à ça, donc en B. En C, ça ressemble à ça. Et puis en D, on est sur le même stade, mais avec une vue de côté. Donc c'est c'est pas la même vue. D'accord? Donc j'ai laissé des petits carrés en bas pour que vous fassiez les schémas correspondants. Donc c'est à vous de les faire. Si vous avez des doutes, au pire, vous pouvez me les scanner, mais ils sont quasiment écrits. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est que vous dessiniez bien et donc on arrive à voir le bourrelet. Alors très souvent, pour dessiner le bourrelet, là, je fais un trait qui délimite la partie interne et la partie externe, on peut faire des pointillés. D'accord? Et donc, ça montre bien qu'il y a un petit bourrelet. Donc ici, on voit bien que cette fois-ci, on a le tube neural qui se referme. D'accord? Donc la gouttière s'est refermée. Et puis ici, on a la formation de l'encéphale. D'accord? Et puis ici, l'encéphale se referme, mais on observe quand même une sorte de zone ici plus grande, d'accord? Où il y a des cellules neurales. Comment ça va s'organiser vue de côté? Donc je prends la même chose, mais vue de côté. Donc c'est-à-dire que ce que je vois ici, je le retrouve ici. D'accord? Donc ici, j'ai le dos, ici, j'ai le ventre. Ici, j'ai la partie antérieure, ici, j'ai la partie postérieure. D'accord? Donc, je vais avoir ici la future moelle épinière, c'est-à-dire que ce tube neural ici, ah, alors j'ai la souris, donc je pense que tout le monde ne la voit pas. Donc, ce qu'on appelle grand ME, d'accord, tant mieux. Grand ME, c'est ce qu'on appelle, c'est la moelle épinière. Et donc, ça correspond au dos. CE, c'est la future encéphale, d'accord? Donc, ça correspond à la partie antérieure. Et puis, on a le ventre de ce côté-là. D'accord? Donc, on commence à avoir un embryon qui commence à prendre un petit peu forme. Vous voyez, on commence à voir apparaître, en fait, finalement, la moelle épinière, l'encéphale, c'est les premiers organes qui se détachent un petit peu de cet amas cellulaire. OK? Donc, je vous laisse bien faire les schémas de tout ça. S'il y a des questions ou si vous voulez que je regarde les schémas que vous avez faits, on peut utiliser Discord, hein, tout simplement. C'est le plus simple. Voilà. Donc, finalement, on va avoir d'autres choses qui vont se passer pendant cette phase de neurulation. Et donc, on le voit bien sur le document que je vous mets ici. Alors, ce n'est pas un document que vous avez, mais c'est un document que j'ai remis aussi. Alors, peut-être que vous l'avez dans le cours. En tout cas, vous voyez, donc, ici, c'est en coupe. On a la partie dorsale, d'accord? Et on a l'axe, en fait, dorso-ventral qui vous est figuré ici. Et donc là, c'est les différentes étapes au cours du temps. Donc cette plaque neurale, c'est ce fameux épaississement de l'épiderme, avec la mise en place ici des crêtes.
et vous voyez que ces crêtes vont se soulever, pardon, pas les crêtes, les bourrelets. Attention, c'est pas du tout comme les crêtes. Donc les bourrelets se soulèvent et vont se refermer. Qu'est-ce qui se passe en même temps? Donc en dessous, vous avez le mésoderme et tout en dessous, vous avez l'endoderme. Au niveau du mésoderme, sous la plaque neurale, va s'isoler une partie du mésoderme qui va former un cylindre qui va en fait marquer l'axe antéro-postérieur. Ce cylindre s'appelle la corde, d'accord? Et si vous voulez, c'est la première ébauche du squelette axial, c'est-à-dire oui, de la colonne vertébrale. Alors, ce n'est pas la colonne vertébrale, attention, mais ça va marquer un grand groupe des cordées, et au sein de ces cordées, vous avez les vrais vertébrés qui ont une vraie colonne vertébrale. Voilà. La corde, c'est vraiment un organe qui va être transitoire, en fait, qui va disparaître ensuite, mais qui est très important. Et puis, on a donc, on a la corde, et puis ensuite, on va avoir le mésoderme, le reste du mésoderme qui va former ici des grosses structures qu'on va appeler les somites, petit s, et sur le côté, ici, donc jusqu'en bas, alors vous ne les avez pas dessinés ici, mais on les a dessinés ici, si vous voulez. Alors là, on est à la fin de la neurulation. Donc, on a la corde, les somites, d'accord? Et puis ici, ce qu'on appelle les lames latérales, d'accord? Qui vont se rejoindre et fusionner, qu'on voit ici, d'accord? Et ces lames latérales vont se creuser d'un liquide qu'on appelle le cœlome. Donc, on est chez les cœlomates, d'accord? On reprendra la phylogénie plus tard. Et donc, tout ça, ça se met en place petit à petit au cours de la neurulation. Donc, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est la formation du système nerveux, mais à l'intérieur, vous avez plein d'autres choses qui se passent, qui commencent à se passer et qui sont les prémices de ce qu'on appellera ensuite l'organogenèse. D'accord? Donc, le mésoderme latéral va se segmenter ensuite, en particulier les lames latérales, va se segmenter le long de l'axe antéro-postérieur pour constituer ce qu'on va appeler les métamères. D'accord? Alors ces métamères, par exemple, on les voit très très bien. Alors la métamérie, hein, c'est pas l'apanage des vertébrés. On a de la métamérie très très tôt. Enfin, on voit apparaître cette métamérie très très tôt au cours de l'évolution des métazoaires, d'accord? Et elle est présente chez beaucoup beaucoup de métazoaires. Vous prenez le lombric, hein, c'est très métamérisé. Chaque anneau est un métamère. Vous prenez l'écrevisse, c'est très métamérisé. D'accord? Eh bien, chez les vertébrés aussi, on a une métamérisation qui est moins nette, mais qu'on va retrouver au niveau de la colonne vertébrale et qu'on retrouve de façon très visible au niveau des muscles latéraux chez les poissons, hein, qui forment un peu ces sortes de métamères. Et au cours du développement, cette métamérisation, elle est très importante et elle est très marquée au niveau des somites. Voilà. Alors, si on regarde, donc c'est la page 10, du coup, si on regarde ma neurula, alors on va appeler neurula en fait ce qu'on va appeler neurula, c'est en fait mon embryon au cours de la neurulation, d'accord? Jusqu'à la fermeture, donc jusqu'au dernier stade de neurula. Et puis le stade suivant, ce sera bourgeon caudal, d'accord? Et ça aboutira à l'organogenèse. Donc ma neurula, elle est ici. Donc vous avez donc ici, on voit bien devant, d'accord, la région de l'encéphale, qu'on voit bien ici aussi. Donc là, on est à un stade plus précoce. Là, on est à un stade un peu plus tardif. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'on est à un stade un peu plus tardif? C'est qu'ici, vous voyez, sur les bords, je vois la métamérie qui apparaît. C'est-à-dire que vous avez votre axe qui est marqué par le tube neural, hein, la prochaine moelle épinière, et autour, en fait, les somites vont être découpés en métamères, et en fait, on va marquer, comme ça va marquer au niveau de l'ectoderme les différents métamères. Alors, si je fais une coupe, là, je fais une coupe transversale, donc j'ai ici
ma gouttière neurale qui commence à se mettre en place. D'accord? Ici, donc j'ai les cordes, la corde, qui elle continue, qui n'est pas recoupée par la métamérie, et j'ai les somites. D'accord? Et au stade suivant, donc là, je fais une coupe le long, donc j'ai ma corde ici le long de l'axe antéro-postérieur, et je vois très très bien mes amas de somites. D'accord? Donc corde somite, c'est du mésoderme. Je reviens en arrière. D'accord. Ok. Donc non, je ne reviens pas en arrière, je vous redonne. Donc je vous redonne pour celui d'en haut. Je fais trop vite. D'accord? Donc, vous avez ici la corde. C'est bon pour tout le monde? Vous avez ici, alors, donc je vais les entourer, comme ça me prendra un peu de temps. Alors, tout ce qui est mésoderme, on a l'habitude de le représenter en rouge. Donc, j'ai la corde. Et ici, j'ai les somites, de part et d'autre de ma corde. En fait, c'est un peu plus gros que ça. Voilà. Donc, la gouttière neurale, le système nerveux, on a l'habitude de le représenter plutôt en gris ou en bleu. D'accord? Donc, ici, hein, c'est ma gouttière neurale. C'est pas très bien représenté, c'est plutôt là. Voilà. D'accord? Et puis après, ici, c'est l'ectoderme. C'est bon? Donc là, je fais une coupe à l'intérieur. Alors, je vois pas très bien tout ce qui est gouttière. Alors, pardon, je vous remets la souris. Ce qui est gouttière neurale, mais je vois très très bien les somites. Donc, je vais vous les schématiser, les somites, et là, elles sont métamérisées. J'ai un métamère, c'est affreux ce que je fais. J'ai un autre métamère. Je suis pas très douée. Hein. Encore un métamère. J'aime mieux un stylo. Hein. Encore un autre. D'accord? Et donc là, on est le long de l'axe antéro-postérieur qu'on peut figurer comme ça. D'accord? Donc ensuite, j'ai ma corde, ici, qui est mon tube. Et qui va être tout le long de mon axe antéro-postérieur. Est-ce que c'est bon là pour tout le monde? Est-ce que c'est compris ce qui va se passer? Donc, le mésoderme qui s'était mis en place va, en même temps qu'on met en place le système nerveux, le mésoderme change. On n'a pas encore les organes, mais déjà, il s'organise en plusieurs zones, il se métamérise, etc., etc. Et l'ectoderme plutôt en gris ou en bleu. Voilà. C'est des conventions qui ne sont pas obligatoires, mais comme on a l'habitude de faire comme ça, c'est bien de faire comme ça et ça permet au correcteur de comprendre. Oui, corde, c'est avec un H. Ça s'écrit shord. D'accord? Attention. Il y en a certains qui ont besoin de bien apprendre l'orthographe des mots. Alors, ici, en fait, vous avez de la place sur votre poli. Ensuite, pour faire un schéma d'observation d'une coupe transversale de Nerula, ça, c'est une coupe transversale de Nerula. Finalement, vous l'avez déjà un petit peu ici en partie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on observe ici? Ça, là, c'est quoi? À votre avis? Ouais, c'est l'arc entéron. On ne parle pas encore tout à fait de tube digestif. Ça veut dire que tout autour, toutes ces cellules-là, c'est des cellules de l'endoderme. D'accord? Donc, je vais les faire dessiner en vert. Vous voyez que c'est encore des grosses cellules, il y a encore de la réserve. Hein.
ces cellules, elles vont pas mal se résorber ensuite, parce que, justement les réserves seront utilisées. D'accord? Donc tout ça, c'est de l'endoderme avec votre archentéron au centre. Pas bien coloré. D'accord? Donc ensuite, vous avez ici, ça c'est quoi? Je vous le... Ah mince! Ça c'est tout, mince. Bon, c'est pas grave. Donc ça là, c'est quoi? Alors, tout ce qui est, c'est ce que je vous disais, endoderme, archentéron, tout ça, faites plutôt en vert. Alors, c'est pas la colonne vertébrale, elle n'est pas encore là. Donc, c'est la corde. Tout à fait. Donc là, vous avez la corde. D'accord? Je vous aide un peu avec mes couleurs. Ici, c'est un tout petit peu creux. Alors, c'est quoi? La corde. Et là, en bleu. Oh, non! Que je vous dessine en bleu. Alors, là, on est sur le dos. Oui, c'est le tube neural. Là, on est sur le dos. D'accord? Je pense que vous n'aviez pas orienté correctement votre... Voilà. Et ici, on a le ventre. OK? Je ne sais pas ce que vous écrivez. Donc là, vous avez le tube neural. En gris, je vais vous dessiner l'ectoderme. Vous voyez rien du coup. Donc en jaune, non, je ne vais pas prendre le jaune, je vais prendre du bleu, tant pis. Ectoderme. Pourquoi il ne veut pas? Ah. Donc là, c'est une lame, hein, c'est une lame de cellules. Alors, il peut y avoir plusieurs des épaisseurs. Non, c'est pas l'axe antéro-postérieur là. Mon axe antéro-postérieur, eh oui, c'était pas compris. Mon axe antéro-postérieur, il est comme ça. Là, j'ai l'axe, ce qui était montré ici, celui-là, c'est l'axe dorso-ventral. Enfin, si je vais vers le ventre, c'est comme ça. D'accord? Et mon axe antéro-postérieur, il est comme ça. C'est bien compris pour tout le monde, l'orientation de cette structure? Dorso-ventral. Voilà. Donc ensuite, je continue dans le mésoderme. J'ai ici deux gros blocs. Alors, vous me demandez pour corde. J'ai fait une erreur? Ou alors il y a les deux orthographes encore? Écoutez, je vais vérifier qu'il n'y a pas les deux orthographes. D'accord, je vous tiens au courant. Mais... il y a peut-être les deux orthographes. Alors, les deux amas là que j'ai dessinés de part et d'autre de la corde, justement, ce sont les sommites. Alors, les sommites, il y a un seul M.
Ça, j'en suis sûre et certaine. Voilà. Et donc, il me reste les lames latérales qui se mettent en place. Donc, ça commence ici, voyez, et ça va descendre normalement. Ça fera tout le tour de mon embryon. Et il y en a une autre ici. D'accord? Alors, c'est incompréhensible. Les gribouillis qu'on a fait là-dessus, mais normalement, vous avez fait ça correctement. Et puis, vous pouvez vous aider de la figure 16. D'accord? Alors, le seul-homme, il se situe là, il n'est pas encore mis en place, le seul-homme, parce qu'en fait, une fois que les lames latérales se sont isolées, elles vont se creuser. Donc là, on est encore à une étape où vous voyez que les sommites et les lames latérales ne sont pas tout à fait séparées. Et les lames latérales ne se sont pas encore creusées. Quand elles vont se creuser, en fait, ça va former à l'intérieur, donc il y aura de l'eau, et ça va former le seul-homme. Voilà. Donc, je vous laisserai refaire une coupe transversale de Nerula, où il y aura la gangue qui peut rester. Vous n'êtes pas obligé de la mettre. Hein. L'épiderme, le mésoderme. Dans le mésoderme, il y aura les sommites, la corde, les sommites et la corde, éventuellement les lames latérales, je ne l'ai pas rajouté, le tube neural et le tube digestif. Donc, il faut rajouter les lames latérales. D'accord? Là, je suis en train de vous lire le petit paragraphe de la page 11. Donc, vous faites ce schéma d'observation vous-même. En fait, vous l'avez d'une certaine façon figure 16, même si sur la figure 16, en fait, vous n'avez que l'intérieur de... en fait, vous n'avez que l'intérieur, vous n'avez pas le tube neural et vous n'avez pas non plus l'ectoderme. D'accord? Donc, c'est à vous de rajouter ça. L'ectoderme qui donnera ensuite l'épiderme. Okay. Voilà. Donc, au stade neurulaire, l'embryon montre une double régionalisation, régionalisation dorso-ventrale avec le futur système nerveux en position dorsale, antéro-postérieure, avec l'individualisation de la tête et du tronc. D'accord? Une séparation de la tête et du tronc. Il est par ailleurs triblastique, d'accord, constitué de 3 feuillets, celomate, parce qu'il y a un celome, et métamérisé dorsalement. Voilà. Donc, la dernière étape, c'est l'organogénèse. Alors, cette organogénèse, on la verra plus en cours, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de clichés à être capable de reconnaître. D'accord? Donc, l'organogénèse, ça va être jusqu'au stade bourgeon caudal. Donc, en fait, l'ébauche caudale se met en place et la forme de l'embryon évolue. Il est à présent nommé bourgeon caudal. Alors, on ne voit pas encore très, très bien les détails de la queue. Les feuillets forment petit à petit les différents organes. Donc, vous avez 2 clichés de stade bourgeon caudal. Au stade bourgeon caudal, en fait, c'est juste avant l'éclosion. Et ce qu'il faut voir, c'est que juste avant l'éclosion, la bouche n'est pas encore complètement percée. Il y a une ventouse, d'accord? Elle va finir de se percer. Et surtout, les yeux ne sont pas encore complètement fonctionnels. D'accord? Alors là, on est assez tôt bourgeon caudal. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On distingue le dos, le ventre, le dos, le ventre. D'accord? On distingue les futurs yeux. D'accord? La zone ici de la bouche, qui est ici en bas. OK? Et puis la queue. D'accord? Ça va isoler la tête. On va distinguer aussi la métamérisation. Donc, sur celui-ci, on le voit de côté, donc sur son côté droit, d'accord, avec le dos, le ventre, et on a enlevé l'épiderme. Ce qui fait qu'on voit bien l'organisation des muscles latéraux, enfin les muscles dorsaux plutôt, hein, qui sont vraiment métamérisés. OK? Alors là, vous n'avez pas de coupe, mais si vous voulez regarder ce qui se passe à l'intérieur, vous avez ici le stade bourgeon caudal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et
qu'est-ce qui a évolué à ce stade-là? Qu'est-ce qu'on a? Donc, si je prends le système nerveux, j'ai bien la moelle épinière et l'encéphale, qui est en 3 parties, proencéphale devant, mésencéphale moyen et rhombencéphale, la partie la plus caudale. D'accord? J'ai ici, donc alors les placodes, on en reparlera. J'ai ici, le futur pharynx et puis la bouche sera là, d'accord? Donc pour l'instant, hein, tout ça s'est mis en place simplement avec les réserves qui étaient dans l'ovocyte, hein. Vous avez encore un peu de réserve, d'accord? Vous avez ici donc, le tube digestif, ici l'ébauche, de tout ce qui donnera ensuite, le foie, le pancréas et cetera, d'accord? C'est un diverticule. Vous avez et puis éventuellement, ce qui donnera aussi, les fentes branchiales et les poumons ensuite, plus tard, au moment de la transformation du tétard en grenouille, d'accord? Vous avez le cœur, vous avez des muscles. Au-dessus, ils ne sont pas figurés, mais il y a des muscles tout le long. En fait, on les voit juste on a la corde qui est encore là, d'accord? Donc ça, c'est jeune bourgeon caudal, hein. Donc voilà en coupe transversale. Donc on a ici les somites, le tube nerveux. Alors, autour de ce tube nerveux, en fait, il y a quelques cellules qui se sont détachées et qui constituent ce qu'on appelle les crêtes neurales. On verra que ces cellules-là, elles seront vraiment à l'origine de tout le système nerveux dit périphérique. Donc, tube neural et puis encéphale, c'est le système nerveux central qui va donner encéphale et moelle épinière. D'accord? Mais le système nerveux périphérique, avec les organes des sens et tous les nerfs qui vont du centre à la périphérie ou de la périphérie au centre, nerfs sensitifs, nerfs moteurs, eux, ils se mettent en place à partir de cellules qui migrent et qui sont les crêtes neurales. D'accord? Vous avez donc les somites, la corde au centre. Ici, donc, vous avez des cellules qui vont donner les reins, par exemple, et toujours les reins et puis tout le système urinaire. Vous avez ici donc les lames avec la somatopleure et la splanchnopleur, dont on reparlera, le celum, et puis ici les îlots sanguins qui commencent à se mettre en place. D'accord? Donc la suite, on verra un petit peu en cours et on ne détaillera pas les mécanismes cellulaires pour la suite. Alors le reste, on en reparlera un tout petit peu. Juste voilà, finalement, quand je regarde un petit peu pôle animal, pôle végétal, quand j'avais ma blastula, j'avais ma zone médulaire dorsale, zone médiane dorsale, zone médiane ventrale. On verra que en fait, les zones médianes vont être à l'origine du mésoderme, mais que ce mésoderme, dès son origine, hein, en fait, les cellules ne peuvent pas avoir n'importe quelle destinée. Certaines vont plutôt donner certaines, enfin, les muscles des vaisseaux et d'autres les muscles et d'autres vont plutôt donner le cœur et les vaisseaux. Voilà. Donc ça, on en reparlera un peu plus tard. La métamérisation, selon l'axe antéro-postérieur, elle existe aussi chez la drosophile et on verra que les gènes qui contrôlent cette métamérisation sont les mêmes, enfin sont équivalents chez la drosophile et chez les vertébrés. Enfin, je vous avais dit, hein, on est nous chez les deutérostomiens, dans le sens où le blastopore va donner l'anus. On a aussi les protostomiens, où le blastopore donne donne la bouche et l'anus est percé ultérieurement. Nous, la bouche est percée ultérieurement. Voilà. Donc ça, c'était juste pour reprendre 2-3 points. Donc là, on a vu l'essentiel, on a vu ce TP. Alors, sans les lames minces, d'accord? Donc, j'ai pas pris de photos de lames minces, il faudrait que j'en prenne quelques-unes en photo. Mais de toute façon, les lames minces et les embryons complets, vous aurez l'occasion de les regarder plus précisément. De toute façon, pour les interpréter, en fait, il faut avoir bien compris ce qui se passe dans l'embryon, parce que sinon, à interpréter. Voilà. Donc, je vais vous proposer maintenant de débuter le cours. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de redondance. Et ça va être l'occasion pour vous de reprendre tout ça. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, etc. D'accord?
Alors ici, il y a beaucoup, beaucoup d'observations et finalement relativement peu d'analyses très précises. D'accord? Les analyses, hein, on les fera beaucoup dans le chapitre suivant qui portera sur les contrôles du développement embryonnaire et en particulier les contrôles génétiques de ce développement embryonnaire. Vous voyez qu'ici, on ne fait pas de contrôle génétique, on essaye de comprendre les mécanismes cellulaires associés. Donc, vous pouvez avoir des exercices sur les mécanismes cellulaires et vous allez avoir besoin de réviser un petit peu votre matrice extracellulaire et votre cytosquelette. On va appliquer tout ça au développement. Donc, si vous regardez, en fait, si vous prenez votre première page sur les documents que vous aviez, grosso modo, vous allez voir que c'est assez court dans le programme. C'est assez court dans le programme, mais c'est quand même énormément de notions. D'accord? Donc, si on reprend un petit peu au début, si je réintroduis un petit peu les choses, il y a une image que je n'ai pas remise et que vous aviez dans le cours. Nous, ce qu'on a vu en biologie animale en cours, c'était les grands plans d'organisation, si vous vous souvenez. D'accord? Et là, la question qu'on va se poser, donc, c'est comment va être acquis ce plan d'organisation. Si je prends les vertébrés, donc on sait que ce sont des métazoaires, d'accord? Ils ont 2 axes de polarité qui permettent de décrire le plan d'organisation, l'axe antéro-postérieur, l'axe dorso-ventral. Ils ont un plan de symétrie qui est un plan de symétrie bilatéral, ce sont des bilatériens. Ils ont un système nerveux dorsal qui est protégé par un endosquelette métamérisé qui sont les vertèbres. Et donc, c'est un vertébré. Donc, quand on parle de développement, on parle aussi d'ontogenèse. Ontogenèse ou développement, c'est la même chose. D'accord? C'est les transformations par lesquelles on obtient un être vivant pluricellulaire à partir d'une cellule œuf. Et donc, ça va impliquer des changements quantitatifs et qualitatifs. Changement quantitatif, c'est de la croissance, d'accord? Augmentation de la taille et de la masse, et ça passe par de la multiplication et de la croissance cellulaire. Et puis qualitatif, on va voir ce qu'on appelle de la différenciation cellulaire. D'accord? Les structures, les formes des cellules vont changer. Et ça va permettre d'obtenir de nouveaux tissus, c'est ce qu'on appelle l'histogenèse, et de nouveaux organes, c'est ce qu'on appelle l'organogenèse. D'accord? Donc, dans les termes à bien connaître, c'est le terme ontogenèse, le terme histogenèse, formation de tissu, le terme organogenèse. L'ensemble va aboutir à des changements de forme et c'est ce qu'on appelle la morphogenèse. La morphogenèse, c'est la genèse de la forme. D'accord? Donc, ça englobe énormément de choses. Donc, le développement chez les animaux, il peut être soit direct, soit indirect, ça on en avait déjà parlé. Développement direct, ça veut dire que l'embryon donne naissance à un juvénile, d'accord, qui ressemble à l'adulte, et il lui suffit de passer la puberté pour être adulte. Quand on a un développement indirect, et c'est le cas pour énormément d'animaux, d'accord, eh bien, le juvénile, le jeune, c'est une larve, ce n'est pas un juvénile, parce qu'il a un organisme et un plan d'organisation qui est différent de celui de son géniteur. Parfois, c'est le plan d'organisation et même l'habitat qui diffèrent. Si vous prenez la grenouille, le tétard, c'est un animal totalement aquatique qui a une alimentation plutôt végétale et non, plutôt, oui, et une respiration branchiale, d'accord. Et la grenouille, elle, a une alimentation qui va être plus animale, de petits insectes, une respiration pulmonaire et cutanée. Donc, on a des plans d'organisation qui vont vraiment changer, d'accord. Mais quoi qu'il arrive, on part d'une cellule œuf unique, sphérique, pour aboutir à un organisme pluricellulaire. Donc, nous, on va revoir les étapes du développement, d'accord, et avec le modèle des amphibiens. Alors, le modèle amphibien, vous avez compris pourquoi on le prend, d'accord. Et le xénope en particulier, le xénope, c'est vraiment pour sa pigmentation et pour la faible durée du développement, pour la grosse taille des œufs, qui font à peu près 2 millimètres. Voilà. Donc, notre première partie,
Ça s'appelle grand 1, donc fécondation et acquisition de polarité et de l'axe de symétrie. D'accord? Et donc, on va reprendre ce que c'est que l'ovocyte. On l'a pas mal vu, d'accord? Donc, les femelles rejettent leur gamète dans l'eau. Et donc, cet ovocyte va être entouré d'une membrane vitéline, qui deviendra la membrane de fécondation, d'accord? Et d'une gangue gélatineuse, qui est une structure visqueuse gorgée d'eau et qui va avoir un rôle de protection mécanique. Normalement, j'ai le document 1 là-dessus. Ah, j'ai pas mis le document 1 sur mon diaporama. Donc, on va l'analyser ensemble. Vous avez tous sous les yeux, normalement. Le document 3. En fait, dans votre poli, vous avez le document 1, donc, que vous aviez déjà dans l'autre poli. Redites ce que vous... Alors, qu'est-ce que... Mince, j'ai mis le même plan. Je ne l'ai pas, votre poli, parce que j'en avais pas fait pour moi. Du coup, vous n'avez pas les mêmes plans? Alors, ça c'est embêtant parce que j'ai le poli du chapitre B et là c'est le bon plan. Donc vous n'avez pas le bon plan. Ça veut dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous écrire les titres, d'accord? Parce que je ne les ai pas écrits dans le diapo. Donc je vous les écris dans le. Donc soit vous avez écrit, et c'est vrai que je ne l'ai pas édité le plan. Donc je vous ferai une édition du plan. Oui, voilà, c'est ça. Pour le chapitre A, vous avez le plan du chapitre B. Je suis vraiment désolée. Donc je vous mets le grand A dans le chat. C'est fécondation et acquisition de polarité et de l'axe de symétrie. D'accord? Et grand 1, petit 1, on va parler de l'ovocyte. Donc l'ovocyte, une cellule polarisée et spécialisée. Alors, bon, je vous mets les titres, d'accord? En fait, je pense que ça dépend si vous avez imprimé le cours ou si vous avez gardé que les documents du TP. On ne va pas y passer des heures. Je vous mets les titres de toute façon. Ce que je voulais vous indiquer ici, voilà. Ce que je voulais vous indiquer ici, donc, c'est qu'on va vraiment parler de l'ovocyte et surtout, on va analyser le document 1, le document 3. Ça, vous avez tous le même que moi, le document 3. D'accord? Donc, sur ce document 3, on extrait donc le contenu cellulaire de l'ovocyte de Xénope à différents stades de développement. Alors, de développement de l'ovocyte, d'accord? On n'est pas dans le développement embryonnaire, hein. Donc, je dirais de maturation, on pourrait dire, plus que de développement. On note 0 à 10 en abscisse, on y ajoute des acides nucléiques de synthèse, poly-U, d'accord? Et on mesure la quantité de poly-U hybridés avec la molécule cytoplasmique, etc., etc. Donc, première question, c'est quelles sont les molécules que l'on peut hybrider avec un acide nucléique poly-U? Hybrider, ça veut dire accrocher, hein, par complémentarité. Donc, un poly-U, le complémentaire du U, c'est... Voilà, c'est un poly-A. Quelles sont les molécules avec un poly-A, avec plein de A qui se suivent? Est-ce que vous en connaissez? Des acides nucléiques.
Donc du coup, maintenant que vous avez bien compris l'intérêt de la manip et l'idée sous-jacente, hein, c'est-à-dire qu'on pense qu'on accumule des acides, des ARN messagers, on va essayer de voir est-ce qu'effectivement on les accumule et à quel moment on les accumule et en quelle quantité. D'accord. Comment expliquer l'évolution de la quantité de poly-U hybridés au cours de la vitellogénèse? Donc la vitellogénèse, c'est la genèse du vitellus. D'accord? Le vitellus, ça forme des plaques comme vous avez ici. D'accord? Donc ce sont des réserves vitellines. C'est en fait des ensembles, des agrégats cytoplasmiques de protéines et de lipides. D'accord? Qui qui vont être associés à de très nombreuses mitochondries. Voilà. Donc effectivement, on a une synthèse. Peut-être qu'on a une synthèse d'ARN messager et d'une certaine manière, une mise en réserve de ces ARN messagers de la même manière qu'on met en réserve du vitellus. D'accord? Des ARN messagers qui vont certainement être protégés parce que normalement l'ARN messager a une durée de vie courte et qui vont peut-être pas tous être traduits tout de suite, d'accord, mais qui seront accumulés au cours du temps. Donc on a une accumulation d'ARN messager en même temps qu'on a une accumulation de réserve. D'accord. Alors, si vous regardez ici sur cette diapo, vous avez un gradient vitellin. Ah, il ne veut pas pointer, si vous l'avez le pointeur. Vous avez un gradient vitellin, donc plus de vitellus au pôle végétatif qu'au pôle animal. Alors, on vous met ici l'ARN VG1, parce qu'on va beaucoup en parler de VG1, mais de façon générale, et je vous en avais déjà parlé, là où j'ai beaucoup d'ARN messager, hein, c'est au niveau du pôle animal. D'accord? Donc, vous aviez un gradient vitellin. Dans l'autre sens, vous auriez un gradient en ARN messager. Donc, la cellule, elle va posséder, en plus du vitellus, de nombreuses protéines, des ARN messagers, mais également, on aurait pu mettre en évidence des ARNT et des ARN ribosomiques. D'accord? Et ça permettra une reprise très rapide de l'activité cellulaire après la fécondation. D'accord? Donc, ces particules-là sont aussi, ont cette fois-ci, une concentration forte au niveau du pôle animal. Donc, au niveau du pôle animal, vous avez d'autres protéines que les protéines de réserve, des ARN messagers, des ARNT, des ARN ribosomiques. Voilà. Ce qu'on observe aussi au niveau de cette cellule, c'est que le cytoplasme s'organise en deux parties, d'accord? Une partie du cytoplasme qui est la partie interne et le cortex euh, externe avec un cytosquelette abondant. D'accord? Et c'est dans ce cytosquelette externe, qu'on appelle le cortex, que s'accumulent, par exemple, les pigments au niveau du pôle animal chez l'ovocyte de Xénope. D'accord? Donc, vous avez ce schéma à compléter. Donc, je vais vous lire, ce sera plus simple. Il y a beaucoup de choses. Le diaporama, je crois que je vous l'ai déjà mis en... je vous l'ai déjà mis sur le site. Donc, je vais peut-être voir les choses les plus importantes. Alors, on a mis en jaune, ce qu'il faut bien comprendre, on a mis en jaune le gradient le cortex,
c'est là où je vais avoir des pigments. Alors, j'en ai beaucoup au pôle animal, un peu moins au niveau du pôle végétal, d'accord? Et aussi une très forte concentration du cytosquelette. Donc, en marron, j'ai la membrane vitéline, d'accord? Ou l'enveloppe vitéline, autant dire enveloppe, parce que ce n'est pas une membrane au sens biologique. Voilà. Vous avez aussi les granules corticaux, d'accord? Qui vont être sécrétés au moment de la fécondation. Voilà. Donc, je vous laisserai tranquillement compléter en regardant le diaporama qui est sur le site Classroom. On ne va pas tout compléter maintenant, mais ça vous permet d'avoir un peu l'ensemble. Après, vous apprenez un schéma peut-être plus simple que celui-là, avec un tout petit peu moins de légendes, mais qui vous permettra d'avoir l'ensemble des données. Donc, si on résume, on a une structure très polarisée, avec au pôle animal le matériel génétique, le noyau, d'accord? Alors, là, ce n'est pas le noyau, vu que pour l'instant, on est sur l'ovocyte et on est encore en méiose 2, en métaphase de méiose 2, d'accord? Des ARN messagers ribosomiques et T, des protéines, mais peu de réserves. Un pôle végétatif qui regroupe de très nombreuses réserves vitellines. D'accord? Alors, bien sûr que la répartition des ARN et des protéines, elle est de façon générale plus importante au pôle animal qu'au pôle végétal, mais elle est variable selon le type d'ARN messager et le type de protéine. Par exemple, certains ARN messagers vont être plutôt dans la région ventrale. C'est le cas de l'ARN messager de VG1, de VHT, de la protéine DSH, par exemple. Et ça, c'est des molécules dont on reparlera au deuxième chapitre. Donc, on va prendre maintenant grand 1, petit 2. Donc, les conséquences de la fécondation. Alors ça reprend beaucoup de choses qu'on avait vues. Donc, la première chose, c'est qu'on va avoir une reprise. Alors, je vous dis un petit peu, hein, je vois que l'heure tourne, mais j'aimerais bien qu'on avance quand même un tout petit peu. Donc, je vous garde 2-3 minutes de plus. Donc, ce qu'on peut dire avant de rentrer dans le détail, c'est que la fécondation, c'est la fusion des gamètes mâles avec le gamète femelle. Donc, le gamète mâle va amener, comme on l'avait déjà vu, l'astère et son matériel génétique, d'accord, son spermastère. Et donc, le réseau de microtubules va permettre aux deux pronucléus de se déplacer et ici, éventuellement, de se mettre en commun. Donc, c'est la fusion des noyaux, l'amphimixie. Et puis, donc, c'est le rétablissement de la diploïdie. Mais tout ça va se faire petit à petit. Et la première chose qu'on voit apparaître au niveau de l'ovocyte qui vient d'être fécondé, c'est une reprise de l'activité cellulaire. Grand 1, petit 2, petit 1. Donc, reprise de l'activité métabolique marquée par l'augmentation de la consommation de dioxygène et par l'activation de la synthèse des protéines. En fait, la première chose qu'on va observer, c'est l'émission, ça on a déjà vu quand on a fait la fécondation, l'émission du second globule polaire, qui marque la fin de la méiose. Les spermastères, la réorganisation des réseaux de microtubules, la formation du fuseau mitotique, et puis ensuite réplication de l'ADN, etc. Et donc les mitoses vont pouvoir reprendre. D'accord ? L'autre chose qu'on voit, et ça on l'a bien vu en TP, c'est la mise en place du deuxième axe de polarité. D'accord ? Donc ça, on l'a bien vu, c'est la mise en place du croissant gris par rotation corticale. D'accord ?
Donc une zone grise apparaît peu après la fécondation, d'accord? En fait, en face de la piqûre spermatique et ce croissant gris, correspond à une rotation du cortex cytoplasmique de 30° en direction du point d'entrée du spermatozoïde, d'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on voit ici, point d'entrée du spermatozoïde, rotation corticale, d'accord? Donc ce cortex qui contient enfin, du coup, comme le cortex contient un pigment, c'est pour ça qu'on démasque le croissant gris. Chez les autres, animaux où il n'y a pas forcément de pigmentation, on n'observe pas le croissant gris, mais la rotation corticale a lieu, d'accord? Et en fait, on montre que la région du croissant gris correspond au futur dos de l'embryon, d'accord? Et la région, de la piqûre spermatique correspond au futur ventre de l'embryon. Donc dès la fécondation, on a 2 axes de polarité qui sont présents. Un axe animal-végétatif et un axe antérodorsal. Heu, un axe ventre-dorsal. D'accord? Eh bien, je pense qu'on a terminé. Donc vous avez quelques figures, hein, sur votre poly qui montrent la mise en place, PA, ça veut dire pôle animal, Clarisse. Voilà. La mise en place de ce croissant gris. D'accord? Donc bah, vous pourrez, regarder tout ça. Moi, je vous laisse maintenant et on arrivera à la segmentation, demain. Voilà. Eh bien, très, très bonne journée à tous et bon appétit.